bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine Entre vos lignes, une tribune d'expression libre et démocratique réservée exclusivement aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité ici au pays et pourquoi pas partout à travers le monde. Pour aujourd'hui, madame, monsieur, nous avons retenu 3 sujets. Nous allons revenir sur les discours prononcés par le président français François Hollande au 15e sommet de la francophonie tenu la semaine dernière à Dakar, au Sénégal. Là, François Hollande avait donné, si je peux me permettre de le dire, une leçon de démocratie aux dirigeants africains qui ont tendance à pouvoir modifier la Constitution pour se représenter ou pour se maintenir au pouvoir. Nous allons analyser cela avec les confrères ici présents sur ce plateau. Et nous essaierons également, vous savez, madame, monsieur, que le chef de l'État sera la semaine prochaine, probablement lundi, devant les députés et sénateurs, devant les congrès bien entendu, où il va faire l'État, va présenter l'État de la nation. Nous allons essayer de lire un peu les pensées du chef de l'État, essayer de voir ce que pourraient être les discours ou l'adresse du président de la République, Joseph Kabila. Et enfin, madame, monsieur, entre vos lignes, c'est aussi l'actualité internationale. Et là, nous allons évoquer la situation qui prévaut aux États-Unis d'Amérique. Vous savez, il y a une série d'assassinats ou de tueries des Noirs. Et un Noir a été assassiné au mois de juillet dernier, Eric Garnier. Et c'est mercredi que la justice américaine a rendu le verdict et on a acquitté le policier blanc qui avait étranglé ces messieurs de 40 ans, d'une quarantaine révolue. Alors, pour évoquer tous ces sujets, j'ai sur ce plateau les estimés confrères. Je commence par celui qui est juste à ma gauche ici. Il s'agit de Nico Faye Mbikai. Nico Faye Mbikai, il est donc de Top Media. Nico, bonsoir. Bonsoir, estimé. Merci d'être venu. Merci. Et à ses côtés, il y a notre ami John Chitenge. John Chitenge, lui, est des Miradors. John, bonsoir. Bonsoir, fidèle. C'est un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau ce soir. Moi également. Et à ma droite, j'ai ici Mélisse Boissy. Mélisse est journaliste à RTGA, Radio-Télé du groupe L'Avenir. Bonsoir Mélisse. Bonsoir fidèle à moi. Et enfin nous avons Harold Berlamé Badibonga qui lui est journaliste indépendant. Harold, bonsoir. Bonsoir fidèle à Mathieu, merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons prendre les tout premiers sujets. J'ai évoqué tout à l'heure les discours de François Hollande au 15e sommet de la francophonie. Et là, François Hollande a mis en garde les dirigeants qui veulent se maintenir contre vents et marées, comme Blaise Compaoré au Burkina Faso, qui espérait briguer un nouveau mandat après 27 ans au pouvoir. Et Nico, comment vous personnellement vous avez jugé les discours ou, si je peux me permettre de le dire, la mise en garde lancée aux dirigeants africains par François Hollande? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. J'aimerais d'abord commencer par vous dire que scientifiquement, M. Hollande n'a pas la latitude de donner des leçons aux autres dirigeants du monde. Mais ce sont les mêmes dirigeants qui lui donnent cette possibilité de faire ou bien de donner des injonctions ou bien des lignes de conduite sur leur politique de leur pays respectif. Je crois que non. Si on était réellement souverain, M. Hollande ne pouvait jamais s'hasarder à faire de ce genre de déclaration. Mais étant donné que nous prétendons être souverains le jour, mais la nuit, nous allons faire la queue, nous allons former de lignes, de fils, en attendant d'être reçus par ces derniers. C'est pour cela, ces gens, ce que vous appelez président de pays avancés, s'arroge le luxe, le pouvoir de donner des injonctions sur les États souverains. Est-ce que M. Hollande peut-il aller tenir ce genre de propos à un pays comme étant l'Iran? Peut-il aller tenir ce genre de propos dans un pays comme le Pakistan?
Je ne le pense pas. Donc vous mais dites c'est que François Hollande nous-mêmes. n'avait pas le pouvoir ou n'a aucun pouvoir. Scientifiquement, il n'a pas le pouvoir. Mais il a le pouvoir dans la mesure où nous ne sommes pas nous-mêmes qui condamnons cela le jour, la nuit, nous allons commander auprès d'eux. Votre avis, John Chitenge, vous pensez comme Nico que François Hollande n'a aucun mot à dire ou à dicter aux dirigeants africains? Oui, tout à fait, mais avec quelques nuances. Je crois que c'était un discours opportuniste. Je vais revenir sur ça. Vous savez quoi? Lorsque les peuples burkinabés ont bâti les pavés pour contester les présidents Blaise Compaoré. Non, je reviens sur ça. Je vais d'abord mettre de l'ordre dans mes idées. Qui étaient les candidats que les Français préparaient pour remplacer Diouf? Non, pour remplacer Diouf. Peut-être vous ne le savez pas. À la francophonie. Oui, à la francophonie. C'était le président Blaise Compaoré. C'était le président Blaise Compaoré. C'est pourquoi je trouve que c'était tout à fait un discours opportuniste. Un discours opportuniste, oui. Mais quand même, il y a des chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir en violant la Constitution. Mais l'appel à l'ordre de François Hollande, ça valait quand même la peine. Oui, ça valait la peine. Je ne vois pas cela d'un très mauvais œil, ça valait la peine. Ça valait la peine. Harold Badibanga, vous pensez aussi que cette mise en garde valait la peine? C'est de la masturbation intellectuelle. Il ne faut pas voiler les mots comme mon ami qui ne veut pas être jusqu'au boutiste, qui veut établir un distinguo entre politiquement et scientifiquement. Non, mon cher ami. François Hollande, comme épidermiste de manière légendaire, comme populiste de manière légendaire, choisit des moments comme ceux-là pour faire des discours qui aillent dans le sens de ceux qui peuvent caresser ses poils dans le sens qu'il veut. C'est du gangstérisme diplomatique. Écoutez, un président de la République française qui fait une confusion notoire entre le fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, où il y a des pays ayant le droit de veto, encore que le droit de veto à l'ONU s'exprime par le vote et non par une diarrhée verbale, comme il a démontré devant l'OIF, et qui oublie qu'à l'OIF, même la France, dont la langue française, même la France qui est génitrice de la langue française n'a pas un quelconque droit sur aucun pays de l'OIF. Mais il y a quand même il y a quand même au sein de l'OIF certaines valeurs que l'Organisation de la francophonie défend, notamment les valeurs démocratiques. Je ne veux pas que l'on parle des valeurs sans visiter la charte de l'OIF. Et quand vous ajoutez valeurs démocratiques, je suis d'accord avec vous. Qui dit qu'un président de la République, heureusement que ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo, à qui on a prêté des intentions d'une manière ou d'une autre, qui dit qu'un président de la République, en fonction, dont la Constitution a limité les mandats, demande à la population qui seule a le pouvoir de se décider si oui ou non on peut modifier, réviser la Constitution ou la changer, étant donné que la souveraineté d'un peuple ne se négocie pas. Un président de la République qui ne se réveille pas un matin piqué, je ne sais pas moi, par quelle mouche, il consulte son peuple pour qu'il se prononce. Vous voulez me dire que ce n'est pas démocratique? Je suis désolé. C'est ça l'un des mécanismes démocratiques de révision de la Constitution. Donc, tout compte fait, je veux être direct et bref. Oui. Hollande a confondu des tribunes. Hollande a voulu compenser son impopularité en France, où il est en train de gringoler en sondage de manière claire. Même les fœtus savent se rendre compte qu'il a dégringolé. Il ne pouvait pas se consoler de cette manière-là. L'OIF est culturel. Et avec la présidence de la République démocratique, n'est pas seulement culturel. Je suis en train d'y arriver. L'OIF est d'abord culturel. Je ne sais pas si tu te transformes en co-débatteur ou en porte-parole de François Hollande. Je suis en train de dire que l'OIF est culturel. Mais avec la présidence de l'OIF occupée par la République démocratique du Congo, pour ne pas parler de Joseph Kabila, parce que si je parle de Joseph Kabila en face de moi, on va interpréter autrement. L'OIF est devenu aussi développemental, c'est-à-dire on a inculqué
les notions du monde vert et de l'économie. Mais d'où vient qu'un président de la République mette tout ça de côté et se mette à parler de la politique interne des États. Mélisse, voici quelle lecture ou quel commentaire vous faites du discours de François Hollande. Vous les trouvez également inopportuns comme Harold et les autres? Épidermico-sensoriel. Écoutez, le président François Hollande n'est pas allé du dos de la cuillère pour prononcer son discours lors du récent sommet à Dakar, sommet de la francophonie. Il a bien dit, il a rappelé juste les présidents africains qui ont cette attitude-là de briguer toujours des secondes mandats après avoir épuisé leur mandat. Les textes qui sont écrits, la constitution des pays africains, ce n'est pas écrit par le Français, ni par François Hollande. C'est nous, les Africains, qui adoptons des textes. Et le président français ne fait que rappeler le texte des Africains. Et il profite du haut de cette tribune de la francophonie, parce que la francophonie égorge plusieurs valeurs, vous venez d'évoquer, notamment les valeurs démocratiques. Qui dit la démocratie, c'est entre autres l'alternance du pouvoir. Et le président François Hollande ne fait que rappeler les textes qui sont écrits par les Africains. Et la constitution de tous les pays qui sont ciblés. On parle de l'ingérence dans la gestion intérieure du pays. C'est comme ça que vous également vous percevez les discours de François Hollande. C'est l'ingérence ou c'est juste un conseil? C'est un conseil. Il fait rappel à ses collègues présidents. Il dit à ses collègues présidents de respecter le texte qui ont été emmandés par la population africaine. Ce ne sont pas les Français. Moi, j'en appelle juste à la responsabilité de Fidèle, en réalité, c'était pas une recommandation ou une mise en garde. C'était plutôt un rappel. Il invitait les présidents africains à respecter les jeux démocratiques. Mais John, quand il dit l'OIF est prête à accompagner le peuple qui voudrait bien se soulever contre les dirigeants qui vont essayer de modifier la Constitution. Comme nous l'avons fait au Burkina Faso. C'est ça un conseil. Quand il dit ça, comment vous interprétez ça, John? Non, c'est pas du dictat, comme Harold semble soutenir. C'est un avis. C'était un conseil. J'ai suivi les présidents français. C'est pas une menace, ça? Non, c'est pas une menace. L'OIF accompagnera, c'est-à-dire quoi? Quoi de plus normal? Il va accompagner si le peuple s'est décidé à se choisir ses dirigeants librement. Il va soutenir ce genre de peuple. Où est le problème? Il n'y a pas d'ingérence selon vous? Pas du tout. Alors Nico, vous avez suivi Harold Berlamé Badibanga qui dit que c'est au peuple, pour ce qui nous concerne, le peuple congolais, de décider sur le sort de la nation. S'il faut ajouter autant de mandats au chef de l'État, ça pour autant citer Joseph Kabila, n'importe quel chef de l'État, c'est faisable. J'aimerais d'abord vous rétorquer la même question. Pourquoi lui, Hollande, n'a pas cité le nom d'un individu? Mais comment vous acharnez? Je vais te répondre. Vous vous acharnez pourquoi? C'est-à-dire, qui c'est ça mauvais, qui c'est moche? Lui, il n'a fait que dire ce que les textes disent. Il s'est limité là-bas. Mais pourquoi cet acharnement? Et j'ai senti ça dans le chef de devin. C'est comme si on aurait cité le nom de Sissa Bidimbo. Et pourquoi vous voulez en faire votre problème? Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit ceci, je n'ai pas froid aux yeux. J'ai toujours dit ceci, contrairement à ce que beaucoup pensent, si Sabidimou a eu à réussir, il a atteint ses objectifs, il a eu son premier mandat, il a eu un deuxième mandat. Et s'il arrive à ce qu'en 2016, il abandonne le pouvoir, ça ne sera pas un échec, ça sera une réussite pour lui. Contrairement à ce que ce soit les gens de la majorité, que ce soit ceux de l'opposition qui pensent que non, le fait pour Sisebidimbu de ne pas se représenter après 2016, c'est un échec. Non! Il faut quand même qu'on reconnaisse cela que non, il a eu à gagner les premières et les deuxièmes élections. Et qu'au bout de cela, il ne peut que partir. Et après, moi, mon souci le plus ardent est que en 2017, par exemple, je vois Sisebidimbu entrer dans des supermarchés dans la ville de Kinshasa à chasser des histoires tranquillement. Au lieu qu'il soit entouré par ces profiteurs situationnistes, par ces oiseaux migrateurs que l'on a vu accompagner Mobutu, et que, vous savez ce qui est arrivé à M. Mobutu, et que je n'aimerais pas que, si Sabidimbo aujourd'hui, le seul que le Congolais a élevé, parce que moi je l'appelle Zambaba Congolais aujourd'hui, mais il ne faudrait pas qu'on l'induise en erreur à ce que peut-être le sort que l'on a
que l'on a vécu pour le président Blaise Compaoré. Et vous savez, même les Burkinabés aujourd'hui regrettent. Les Burkinabés n'étaient pas pour le départ de Blaise Compaoré avant la fin de son mandat. Mais ce qui est arrivé, c'était une situation, la résultante de sa taxonomie. Voilà, Harold Badibanga, un mot parce qu'on va prendre le deuxième sujet rapidement. Je n'ai jamais été partisan du raccordement frauduleux. Nous ne parlons pas de Sisabidimbo ici. Mais tout c'est vous qui l'avez cité. Il a ramené, Harold, si je comprends. Je ne pas moi, Harold. C'est vous qui l'avez cité. Les autres parlent, je me tais. Calmez-vous, Harold. Parce que le terrain sur lequel Faye Nkombika joue, je sais y jouer très bien. Je sais y jouer très bien. Il y a un certain nombre de pays où les présidents. Mon ami Faye Nkombika, il s'est posé des questions auxquelles il a lui-même de réponses. Hollande n'a pas cité tel pourquoi on parle de Kabila. Mais il sait pertinemment bien que lorsque Blaise Compaoré part, RFI, nous savons de qui elle répond, nonobstant l'indépendance qu'on nous montre. Est allé ultra petite pour parler et de Kabila et de Sassou. Et si nous ne parlons pas RFI? Si la RFI, dont la ligne éditoriale est connue. C'est vous qui faites les raccordements frauduleux. Laissez-les d'abord, laissez-les s'exprimer. Allez-y, chutez aussi par là parce que je promets maintenant que je répondrai du tic au tac à des provocations. Non. On va faire un débat démocratique. Le débat démocratique doit être de part et d'autre. C'est pas de cette façon. Oui, tolérance. Je suis en train de dire que la RFI, dont la ligne éditoriale est connue, a fait du raccordement frauduleux en parlant des présidents qui d'ailleurs n'ont jamais dit un seul mot, ni eux ni leurs lieutenants par rapport au fait qu'ils voudraient se représenter. Et je suis heureux de me regarder aujourd'hui, pas parce que Paul Kagame, qui a été cité par la RFI, France 24, des médias impérialistes, a donné sa position hier par rapport à la révision constitutionnelle. Voilà. Quoi de plus normal que l'on dise que M. François Hollande n'a fait que ignorer ad libitum le fonctionnement de l'ONU et le fonctionnement de l'OIF en voulant se faire populaire. Et d'ailleurs, son comportement au 14e sommet de la francophonie et son comportement au 15e sommet de la francophonie prouve que c'est un monsieur qui n'est pas du tout organisé par rapport à la rédaction de ses discours. Comment voulez-vous, mon cher ami, qu'à tout moment que vos pères, collègues, présidents de République amènent des discours bien élaborés, toi c'est pendant que les autres prononcent leur discours que tu prends un bout de papier, un stylo, tu commences à écrire pour t'adapter en vue de juguler ton impopularité en France. Ce n'était pas le lieu indiqué pour faire ça, c'était de la masturbation intellectuelle. C'est quoi ça? Je dirais à mon frère Harold en face il y a des... Oui, Harold, s'il vous plaît, c'est Mélis qui a la parole. Je dirais à mon frère Harold de ne pas s'attaquer directement au président François Hollande. Quand vous parlez de l'Afrique, il faut être réaliste. Je ne pense pas que si c'était un autre président que François Hollande, mais un autre président français, il aurait toujours tenu le même discours. Pas du tout. Parce que la France est en tête de la francophonie. Dans la francophonie, il y a des valeurs qu'on doit promouvoir. La France n'est pas à la tête de la francophonie. Ce sont des pays théoriquement. La francophonie, on voit la France. Non, la francophonie, on ne voit pas la France, on voit la langue française. Et puis deuxièmement, nous ne devons pas faire de procès d'intention. Merci Mélis, merci Harold, merci Nico, merci John. On va prendre rapidement notre deuxième sujet. Là, nous allons parler de la prochaine adresse du chef de l'État au Congrès. Et c'est probablement lundi, à moins qu'il y ait, sauf changement des dernières minutes, le chef de l'État va adresser l'État de la nation après une année de fonctionnement. Ce sera donc la semaine prochaine, probablement le lundi, au Parlement. Alors, nous projetons déjà, si nous pouvons déjà imaginer ou penser ce que le chef de l'État, le chef de l'État pourra adresser comme message à la nation. Je commence avec vous, Harold Berlamé Badibanga. Selon vous, le message ou l'adresse du chef de l'État contiendra quels éléments? Non, il n'y a pas lieu d'imaginer ou de deviner. Mais quand nous suivons l'évolution, la marche du pays une année durant. Mon cher ami, mais c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas lieu de deviner ni d'imaginer. Il y a lieu plutôt de comprendre que l'adresse du chef de l'État ne peut être cadrée que dans le sens de dire qu'est-ce qui a été fait pendant un an. Donc le bilan. L'état des lieux, c'est quoi? L'état des lieux, c'est que même si en face de moi, on va me dire le contraire, il y a des signaux forts d'une amélioration de la situation du Congo et du Congolais.
Sans parler de cadre macroéconomique, pas parce qu'on va me dire ce cadre macroéconomique, on ne le sent pas dans l'assiette du Congolais. Mais je veux tout simplement dire, sans être économiste, que les économistes sont d'accord avec moi, que tout développement part toujours par les infrastructures et principalement les infrastructures routières qui permettent quoi? Que l'homme de Bakwamurumba comme lui se déplace jusqu'à Kinshasa avec ses denrées alimentaires qu'il les coule dans les grands centres-villes à moindre prix. Et c'est ça dont Joseph Kabila va parler. Joseph Kabila va certainement parler de Bukangalonzo. Bukangalonzo qui va faire quoi? Qui va faire que dorénavant, l'agriculture de la République démocratique du Congo soit développée. Et c'est une occasion pour moi ici de dire à ceux qui ne le savent pas qu'une agriculture devient développée lorsqu'elle cesse d'être saisonnière. C'est-à-dire un pays commence à produire à temps plein. Nous avons un parc agro-industriel qui va non seulement produire, mais aussi transformer sur place pour qu'on ait jus et qu'on sort made in DRC. Vous pensez que le chef de l'État a de la matière parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que le chef de l'État, on ne voit pas ce qu'il va dire parce que durant cette année de fonctionnement du pays, on n'a rien vécu, on n'a rien vu. C'est mal connaître Joseph Kabila. Vous pensez que la population qui traverse le Bandundu pour aller au Kasaï oriental désormais pendant 20 secondes au lieu de 3 ou 4 jours comme par le passé, la population du Bandundu qui arrive à Kinshasa en ayant 4 heures au lieu de 4 jours va répondre positivement à cette provocation-là. Nous sommes dans un pays dans lequel nous sommes très nombreux. Il faut tout simplement comprendre que tout était prioritaire. Pour construire une maison, on commence par le béton pour aller jusqu'à la toiture. Oui, John, vous pensez qu'une année après la tenue des concertations nationales, le chef de l'État a de la matière à présenter à la nation? Il a de la matière, certainement. Fidèle, je ne voulais pas faire de la divination, encore moins lire les pensées qui passent dans la tête de Joseph Kabila. Et pourtant, c'est ça que tu dois faire. Mais au moins, j'attends Kabila sur une question. Il doit se prononcer sur la révision constitutionnelle. Pourquoi? Vous pensez qu'il le fera alors qu'il est encore en fonction? Il est encore là jusqu'en 2016. Vous pensez que c'est une priorité pour lui? Son silence pèse et devient même coupable. Ah bon? Oui. Joseph Kabila est appelé à se prononcer au sujet. Comme ça, il va mettre fin à toutes les rumeurs. Il va mettre fin à toutes les rumeurs. Vous voulez que le chef de l'État cède aux rumeurs? Non, des fois on ne peut pas diriger le pays par des rumeurs. Parce qu'il est encore là, John. Vous savez que le chef de l'État est encore là jusqu'au mois de novembre 2016. Mais c'est important qu'il se prononce, Fidèle. C'est très important que Joseph Kabila se prononce au sujet de la révision constitutionnelle. Pourquoi? Tout justement pour mettre fin aux rumeurs et effacer tout soupçon. Pourquoi on l'accuse qu'il veut rempiler au-delà de 2016? C'est pas qu'il ne se prononce pas. C'est parce qu'il y a des prophètes politiques. Allez-y. Là, c'est de 1. Et de 2, ça fait combien de mois que nous attendons le gouvernement de cohésion nationale? Plusieurs fois promis, plusieurs fois non réalisé. Il est temps que Kabila, s'adressant à la nation, dise pour une toute dernière fois si ce gouvernement n'aura plus lieu. Donc, c'est sur ces deux questions, ça ne peut pas manquer. Son point de vue par rapport à la révision ou non de la Constitution et au fameux gouvernement de cohésion nationale. Oui. Est-ce que c'est également votre avis, Mélisse Je pense qu'à 2 ans des élections, ce n'est pas aussi important pour un chef d'État, sinon on le jugerait, on lui ferait des procès d'intention. Le chef d'État Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il briguera un autre mandat après 2016. Nous sommes en 2014, attendons la veille de 2016. Je crois que les attentes des Congolais sont connues. C'est entre autres ce fameux gouvernement qui a été promis depuis, ça fait une année. C'est ce que la population attend pour que les choses reviennent à peu près à la normale. Parce que selon le Quinois et le Congolais, il y a des choses qui sont bloquées par rapport à ces gouvernements. On attend ceci, cela. Je pense que ça serait la priorité pour le chef d'État de promettre à la nation la formation du gouvernement dans les jours qui suivent. Promettre ou annoncer directement le gouvernement? Annoncer peut-être la formation du gouvernement aura lieu à tel moment ou tel autre. Ou peut-être ce gouvernement est renvoyé au calendrier grec. Ça sera mieux aussi. Et moi, je pense que, comme John l'a dit, il n'y aura plus de gouvernement de cohésion nationale. Dire aujourd'hui que c'est opportun pour le chef d'État de dire à la nation s'il va se présenter en 2016 ou pas. Donc là, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Nico, vous êtes aussi de cet avis que ce n'est pas le moment pour le chef de l'État de se prononcer par rapport à la révision ou non de la Constitution?
Non, s'il vous plaît, John. Vous savez, il s'appelle Fidèle. C'est moi, John est là. Quand tu oublies le nom. C'est tout à fait normal, John est sur ce plateau. Il n'a pas inventé un prénom. Vous n'avez quand même pas inventé un prénom. Il y a John sur le plateau. Je connais mon ami. Quand il s'agit, il perd le nom des amis. Je déconseille les Congolais à continuer à attendre cette histoire du gouvernement de cohésion ou d'union nationale, comme vous aimez trop de concepts au Congo. L'essentiel pour Sissabi Dimbo. Et maintenant, je reviens. bien l'appeler Sissabi. Et je reviens à ce qu'Harold vient de dire. C'est un discours bilan. Naturellement. C'est un discours bilan. Et je n'ai jamais cessé de le dire. Si Harold, moi j'étais Sissabi Dimbo, et que lui était mon conseiller, je le virerai sans négociation. Pourquoi je dis cela? Il a parlé de Bokanga Lonzo, sans pour autant toucher au vrai problème des Congolais. Il a parlé de routes. Bien sûr, lorsqu'on a construit ces routes, personnellement, j'ai dit que non, c'était un départ. Mais aujourd'hui, quel est le spectacle que ces routes nous livrent maintenant? Ce sont des routes à usage unique. Fidèle, vous vous en doutez, demain, à mes frais, avec votre caméra, demandez à votre hiérarchie. Faisons la descente sur le boulevard Lumumba. Un boulevard dans les standards internationaux. Fidèle. Un boulevard n'a une durée de minimum 50 ans. Mais allez à Lumété, entre 14e rue Lumété et 16e rue Lumété, allez voir dans quel état se trouvent les boulevards qu'on a construits. Mais des boulevards, s'il vous plaît, fidèles. Il y a déjà de tout partout. Il faudrait revenir sur ça. Des routes à usage unique, allez sur l'avenue Kabambari. Allez sur l'avenue de l'université. Allez sur le boulevard Sendoué. Partout là-bas, ce sont des routes qui sont déjà défoncées, sur lesquelles il faut revenir. Et pour cela, nous devons nous réjouir. Au contraire, par exemple, il a parlé de Bokanga Lonzo. Si moi j'étais conseiller principal de Sissabi Dimbo, je leur ai déconseillé d'aller monter cette histoire de Bokanga. Pourquoi? Allez, parce que Bokanga Lonzo, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a des sociétés prioritaires. Si par exemple les 80 millions de dollars qu'on a affectés à Bokanga Lonzo, l'on avait affecté cela par exemple à l'Amiba, au bout de 3 mois, l'Amiba aurait produit d'autres Bokanga Lonzo. Oui, merci. Les pays n'a pas, s'il vous plaît. La priorité selon vous, c'est les social de la population. S'il vous plaît, l'Amiba aurait produit d'autres Bokanga Lonzo. Ouais, merci. Bokanga Lonzo ne produira pas d'autres Bokanga Lonzo au bout de 3 ans. Merci Nico. Merci Harold. La réalisation nous fait signe que nous n'avons... 30 secondes. Non, 10 secondes. Non, dans 5 secondes même. Allez, vas-y. Il ne faut pas confondre. Si mon ami Fanny Kombika, il ne sait pas que les ressources premières comme le diamant ont baissé de prix sur le marché international, je m'en fous. La population congolaise a besoin de manger. Et de deux, je veux dire qu'il ne faut pas que mon ami John demande à Kabila de se prononcer sur la révision constitutionnelle, là où la constitution, loi de loi, s'est déjà prononcée, à moins qu'ils veulent faire de Kabila un dictateur. Voilà, merci Harold Berlamé Badibanga. Chers amis, la réalisation nous fait signe qu'on n'a plus assez de temps. On va prendre directement le troisième sujet. Comme j'avais annoncé, on va parler un peu de la situation qui se passe aux États-Unis d'Amérique, où il y a une série de tueries des jeunes noirs. Et dernièrement, on a assassiné, on a abattu un jeune Michael Brown. Et puis la justice, les grands jurys a acquitté les policiers blancs qui l'avaient tué. Il y avait également un jeune monsieur qui était abattu au mois de juillet, Eric Garner, qui était abattu. Mais mercredi, la justice américaine a une fois de plus blanchi ou acquitté le policier blanc qui l'a tué. Donc c'est pause, on peut parler, John, est-ce que là, un retour avec force du racisme aux États-Unis? Lorsque nous abordons cette question, 3 noms me traversent l'esprit. Je pense directement au pasteur King, à Malcolm X, et à un grand Africain, Nelson Mandela, où ce 5 décembre, nous commémorons l'an 1 de sa disparition. Oui. Alors, je réalise que les combats de ces 3 hommes n'est pas encore fini. On doit continuer à se battre. Lorsque le président Obama était élu, il avait apporté une lueur d'espoir. Mais voilà, maintenant qu'il a son 2e mandat, on se rend compte que la question raciale, je dirais, fait même partie de l'ADN du pays de l'oncle Sam. Difficile à éradiquer. Mais je voulais un peu qu'on inverse les rôles.
Prenons maintenant 3 policiers blancs tués par les Noirs. La réaction n'allait pas être les mêmes. Et je crois que ces policiers noirs seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Alors, pour passer la parole aux amis, je pense que c'est un déni de justice tout simplement. Mélisse, vous avez suivi de près l'évolution, l'affaire Michael Brown, voilà, il y a encore l'affaire Eric Garner. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, je vois que la justice américaine me semble être une justice à 2 poids 2 mesures. Déjà, dans cette ville de Ferguson, on voit plus de 80% de policiers sont des blancs, alors que la majorité, plus de 75% de la population est noire. Et lorsque les policiers blancs tuent des Afro-Américains, la justice réagit toujours, acquitte toujours le policier blanc. C'est ce qui dérange. Et si c'était l'inverse, comme a dit mon frère, est-ce que la réaction serait pareille? Nous avons même vu une vidéo qui a circulé dans le média du Monde, où on nous montrait un policier qui venait vers un Afro-Américain de 12 ans. Et lorsque le policier avait passé un appel radio à ses collègues policiers, on ne cessait pas de lui demander, est-ce que c'est un blanc ou un noir? Est-ce que c'est un blanc ou un noir? On lui a posé la question plus d'une fois. Pourquoi cette question-là de savoir si l'enfant était noir ou blanc? Là, déjà, on peut voir que c'est une police raciale. Et même la justice, la manière dont on tranche le procès lorsque un noir est tué par un policier blanc, c'est pas une bonne manière. Et puis, je vais un peu plus loin avec la situation qui se passe ici, en RDC. Ici, nous avons vu dans notre pays les policiers qui ont qui ont mis fin à l'urbanisme urbain, au banditisme. Au banditisme urbain. Ce sont des jeunes qui étaient armés, que ce soit avec des machettes ou quoi, ils étaient armés, qui malmenaient la population. Et aujourd'hui, on voit des rapports qui coulent, des Women Rights Watch, qui coulent de partout. On condamne la police congolaise. Pourquoi on ne le ferait pas ainsi pour la police américaine? Pour les blancs qui tuent les noirs là-bas. Parce que là aussi, la police tue. Est-ce que, Nico Faye Kalamba, est-ce qu'on peut craindre la guerre civile aux États-Unis avec cette série de tueries? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un échec pour le président Barack Obama? Comme l'a dit John, à son élection, il lui donnait une lueur d'espoir quand même. Mais il est au pouvoir et ce sont les Noirs qui sont massacrés. Oui, Obama, dès le début de ce 2 mandats, il avait été toujours dans une situation d'embarras. Souvent, d'ailleurs, vous ne voyez que ce qui s'est produit aujourd'hui. Il y a une fois un professeur d'université noir, ami à Obama, qui avait été arrêté, malmené devant sa maison, et qu'il avait été même menotté, amené jusqu'au cachot. Et ça, c'est au moment où Obama a été sorti de son silence pour se prononcer sur cette question de racisme. Et que lui, il n'aime jamais entrer dans ce débat-là, de peur que ses adversaires puissent en exploiter. Mais hélas, ce qu'on voit sur le terrain, ce sont des Noirs c'est toujours dans les camps des Noirs qu'il y a des victimes. La justice acquitte, mais je suis quand même consolé lorsque j'ai suivi la maman de la deuxième victime là. Michael Brown. Oui. Non, les jeunes adolescents de 12 ans. Alors la mère elle-même avait appelé au calme et demandé, comme la justice avait accepté de réenquêter sur l'affaire et donner encore de l'espoir, mais Obama est très mal placé pour se prononcer sur cette question du racisme. Obama est très mal placé, les Noirs sont tués. Non, mais je suis ahuri parce que mon ami Faye Nikombika n'a pas la même vigueur. Il devait condamner ce qui se passe. Il ne condamne pas. Si ça se serait passé dans un pays africain ou au Congo, il serait monté sur tous les chevaux pour dire voilà, c'est un non-État, voilà, la justice c'est ceci. Je l'attendais, voilà. Non, s'il vous plaît. Hein? Allez-y. Voilà, vous avez l'avantage de m'entraîner à la fin. Vous comprenez? Harold, vous avez au deuxième sujet, j'ai commencé avant toi. Allez-y, vous avez eu des paroles. Harold, les autres ont eu beaucoup de minutes. Allez-y. Je suis en train de dire que ce n'est pas la réapparition de l'apartheid aux États-Unis d'Amérique. L'apartheid a toujours existé. Et maintenant, Obama n'a pas échoué. Mais il est plutôt empoignardé de derrière par les adversaires de la peau noire aux États-Unis d'Amérique. Vous imaginez, même le donneur de leçons, François Hollande, le cas d'Eric Garner,
renvoie à celui de Mohamed Emera, qui a été tué devant les caméras. Tout simplement parce qu'il n'était pas français qu'il avait fait le terrorisme, mais il était français d'origine africaine, un Algérien. On a autorisé par le président français, caméra à l'appui, on l'a tué alors qu'il se rendait. Là, Human Rights Watch ne se rend pas compte qu'il s'agit de violations gravissimes, pour ne pas dire graves, de droits de l'homme. Voilà. Mais lorsqu'en République démocratique du Congo, la population soutient que nous avons besoin de la sécurité, nous devons éliminer le gangstérisme, le terrorisme du genre Boko Haram, Human Rights Watch se lève, il fait de rapports mensongers comme ceux qu'on avait fait contre Mobutu Koyaga lors du soi-disant massacre. Je n'attends pas ça parce que je sais que Human Rights Watch est au même titre que les autres qui sont sur ce plateau au service de l'impérialisme. Ils ne raconteront jamais la vérité comme nous patriotes. C'est du mensonge. Je finis par là pour dire que il faut comprendre que dans tous les États, il y a de faiblesses, mais ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, en France et ailleurs, c'est tellement pire que si ça se passait au Congo, on aurait dîné même avec le diable pour faire échelle. Voilà, rapidement, 2 secondes, et puis on termine. Ne condamnons pas Human Rights Watch. On a vu lorsqu'il y a eu des bavures à la prison de Guantanamo. Human Rights Watch a ces bavures continuent jusqu'aujourd'hui. Ces bavures continuent jusqu'aujourd'hui. Merci à Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ces numéros de votre magazine Entre vos lignes. Tout le plaisir était pour moi d'avoir sur ce plateau mes estimés confrères, notamment Nico Faimbika des Top Media. J'avais également sur ce plateau John Chitengue de Mirador TV et Harold Berlamé Badibanga, journaliste indépendant. Et enfin, mon ami Mélisse Boissy, il est journaliste à RTGA, Radio-Télé du groupe L'Avenir. Eh bien, madame, monsieur, il ne reste plus qu'à vous dire merci de votre fidélité à RTGA World. Nous allons nous retrouver le vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.